En 2016, des pilleurs de tombes, appelés des Huaqueros, prennent contact avec un explorateur français, spécialiste des civilisations précolombiennes au Pérou, afin d'avoir son avis sur de mystérieuses entités momifiées retrouvées dans la région de Nazca. Alors cette découverte a depuis fait couler beaucoup d'encre. Certains y voient une supercherie, d'autres une trouvaille archéologique majeure. Alors pour approfondir le sujet, j'ai le grand plaisir d'accueillir le principal protagoniste de cette histoire, Thierry Jamin. Bonjour Thierry, comment vas-tu? Bonjour Jérôme. Bah, écoute, ça va très bien et ravi d'être sur ta chaîne. Eh ben écoute, moi je te remercie d'avoir accepté mon invitation et puis de me consacrer un peu de ton temps précieux pour parler de ces fameuses momies de Nazca. Oui, bah, écoute, c'est un sujet très polémique qui nous prend beaucoup de temps ici à Cusco, à l'Institut Incarri, depuis bientôt 9 ans et, Mhm. euh, et qui ne cesse de rebondir depuis ce temps-là. Et encore récemment, on a réalisé des découvertes assez surprenantes concernant certains de ces spécimens. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler au cours de l'émission. Eh oui, parce que comme je le disais en préambule, hein, tu es ce fameux explorateur français. Et ouais, Ouais. tu es aussi le fondateur de l'Institut Incari Cusco, c'est ça? C'est une ONG consacrée à la recherche archéologique hein, au Pérou. Exactement. C'est-à-dire que nous, ici à Cusco, on n'a vraiment rien à voir avec l'ufologie. Et Mhm. j'aime bien le préciser au début de mes interventions. Et nous, on fait de l'archéologie et rien que de l'archéologie. Et on a essayé de traiter l'affaire des momies de Nazca sous l'angle de la recherche archéologique en utilisant les mêmes protocoles que l'on utilise à l'Institut Incarri pour nos recherches, que ce soit Machu Picchu ou que ce soit sur les traces de Paititi. Mhm. Oui, on va en parler ensemble hein, par rapport à ces fameuses recherches. Oui, par rapport à l'aspect très étrange de ces momies qui, moi, je l'ai encore fait voir à un collègue de travail ce midi. Je lui ai dit, bah écoute, je vais faire une petite vidéo avec un archéologue français qui est au Pérou. Et puis, je lui ai fait voir les photos de momies. Je lui ai dit, ça te fait penser à quoi? Il dit, bah, ça ressemble au film de Spielberg. Là, il cherchait le nom. Je fais, ouais, Rencontre du troisième type. Je fais, ouais, il fait, ouais, ça me fait vraiment penser à des momies extraterrestres. Alors, c'est pour ça que ça fait couler beaucoup d'encre, hein, cette histoire de momies, de par leur aspect. Oui, tout à fait. Alors, évidemment, beaucoup de personnes nous ont accusés de fraude. Ils m'ont accusé, alors, soit d'être l'innocente victime de pilleurs de tombes au Pérou, ou soit l'agent, comment dire, euh, être à l'origine de cette fraude, l'agent machiavélique d'une supercherie très élaborée. Et Mhm, puis, bon, il y a tous ceux qui sont évidemment et heureusement convaincus de l'affaire. Euh, En général, il y a deux catégories parmi les personnes dont je viens de parler. Ceux qui se sont déplacés au Pérou, que ce soit des généticiens, des médecins, des radiologues, etc., et qui ont conclu à l'authenticité de cette affaire. Et il y a tous ceux qui aboient sans s'être donné la peine de venir de se déplacer, examiner examiner. et Mhm, qui assurent de manière académique, de manière docte, que ce soit des Français ou des chercheurs d'autres pays, et qui assure donc qu'il ne s'agirait que de faux grossièrement montés à base d'os de poulet ou de lama. Voilà. mhm, Mais mhm, encore une fois, sans s'être donné la peine de venir les étudier. mhm. Alors, après, entre les deux, il y a quand même des sceptiques qui pensent, et c'est tout à fait légitime, qu'il s'agit d'une fraude,
Et moi, je respecte leur opinion. Et puis, il y a des sceptiques qui se donnent la peine de regarder nos résultats de recherche, d'analyse, qui sont nombreuses depuis des années et qui reconnaissent que, il y a quelque chose à creuser et que ce n'est peut-être pas qu'une simple fraude montée de toutes pièces par des malfaiteurs. Mhm. Bah, on est en plein dans ce que j'appelle l'archéologie alternative ou mystérieuse, où tout de suite tu as de nombreux contradicteurs qui te tombent dessus et qui crient à la supercherie, voilà, malheureusement, quoi. Mais moi, je pense que à l'Institut Inkari, on n'est pas plus con que les autres Mhm. et que s'il s'agissait d'une fraude, on s'en serait quand même aperçu depuis très longtemps. Mhm. Hein, comme tu le disais au début de l'émission, pour nous, l'histoire a commencé en 2016, c'est-à-dire ça va faire 9 ans. Pour ce que l'on sait, les premières découvertes réalisées par le Wakeros qu'on a baptisé Mario ont été faites autour de 2015, c'est-à-dire ça fait 10 ans. Et de nombreuses équipes de chercheurs sont venues ici à Cusco ou à Ica pour étudier les corps. Et s'il s'agissait d'une fraude, on le saurait et on aurait été les premiers à le dénoncer. Mhm. Alors, je sais que certains auditeurs, téléspectateurs de ma chaîne ne te connaissent pas forcément, Thierry. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter dans les grandes lignes et puis nous expliquer un petit peu la genèse de cette histoire, comment s'est passée cette première rencontre avec ces momies et puis quelles a été tes premières impressions lorsque tu as découvert ces entités momifiées? Bah, moi, je suis français, je suis originaire de Chartres et passionné par l'histoire des vieilles civilisations. Et j'ai fait toutes mes études supérieures dans la perspective de réaliser des expéditions en forêt amazonienne pour travailler sur la présence permanente des Incas en forêt amazonienne et pour essayer de localiser un site dont on parle depuis le XVIe siècle que l'on appelle Paititi et qui a souvent Mhm. été associé ici au Pérou à l'Eldorado. Et au cours de ces... Alors on parle de... Ça fait 27 ans. Hein, et on a fait plus d'une vingtaine de recherches en forêt amazonienne dans le cadre de projets qui sont autorisés par les autorités. Hein. On présente toujours des projets de recherche qui passent dans les canaux Oui, qui sont validés par institutionnels l'administration oui, conventionnelle, là, quoi. Mhm. euh, qui sont toujours dirigés par des archéologues péruviens et on est généralement accompagné par ce qu'on appelle un superviseur, qui est un archéologue du ministère de la Culture qui nous accompagne pour s'assurer que nos recherches correspondent bien au projet pour lequel on a les autorisations. Voilà. Mhm. Et c'est après un projet que l'on a réalisé en 2012, entre 2012, 2011 pardon, et 2012 au Machu Picchu, que l'on a à l'Institut Inkari, euh, on a bénéficié d'une certaine aura au niveau national, puisqu'on a localiser le très très probable mausolée de l'empereur Pachacutec. Là encore, c'est toute C'est une toute une histoire histoire. euh, avec beaucoup de rebondissements et beaucoup de comment dire de choses agréables et désagréables et beaucoup de polémiques. Et c'est cette affaire qui nous a valu encore une fois une certaine renommée, entre guillemets. Notoriété Faut qui rester, nous. Ouais. voilà, Mhm. faut rester humble. Et à la suite de laquelle des amis de Mario, le fameux Wakero de l'affaire de Nazca, euh, a pris contact avec moi en octobre 2016 pour nous montrer des corps desséchés que son ami Mario, alors en fait il ne s'appelle pas Mario, il s'appelle Leandro Benedicto Sarmiento Rivera, mais à l'époque on ne savait pas
Et, et donc, pour éviter d'avoir à le désigner sous le terme de le chef des bandits, le chef des waqueros, le chef des pilleurs, je l'ai moi-même baptisé Mario parce que j'ai plusieurs amis qui s'appellent Mario et je trouvais que c'était plus élégant de le désigner donc sous ce, Pseudo. sous ce prénom, sous ce pseudo. À l'époque même où on essayait de prendre contact avec lui, de l'identifier, etc. Donc voilà comment a débuté cette affaire. Et nous, quand on a eu ces corps desséchés, alors il s'agissait d'un petit corps humanoïde de 24 cm, d'une main de 3 doigts de 41 cm et d'une euh, tête momifiée qui n'était peut-être humanoïde, mais franchement pas humaine. On s'est dit, est-ce que c'est du lard ou du cochon? Est-ce que c'est Mm. authentique euh, ou est-ce que c'est faux? Et donc, excuse-moi. Non, mais Et donc, Thierry est beaucoup demandé. Vous voyez, quand je vous parlais de son temps précieux, il n'y a pas de souci, non, non, Thierry. non, mais, et donc, on s'est dit que ça valait sûrement la peine d'enquêter, de déterminer si ces restes étaient authentiques ou s'il s'agissait d'une falsification. Et je m'étais dit, si il y avait une chance sur 1 million pour que ces restes soient Ouais. réels, soient Mm. authentiques, Mm. compte tenu des implications que cela avait au niveau culturel, historique, philologique, philosophique, etc., ça valait la peine de prendre des risques et Et de se de lancer se dans faire attaquer. l'aventure. Ouais, voilà, et de se lancer dans cette histoire. Et donc, avec mes compagnons de l'Institut Incaré, on s'est dit, on va essayer de creuser un peu plus cette affaire. Et voilà comment pour nous l'affaire a débuté et c'est allé de rebondissement en rebondissement et de coups de chance incroyables puisqu'on a réussi finalement à localiser le fameux Mario assez rapidement au cours du mois de janvier 2017. Et la première rencontre s'est faite en Bolivie parce qu'ils ne voulaient pas nous rencontrer sur le territoire péruvien. Et donc on s'est rencontrés en Bolivie. On s'est présenté, mais ils nous connaissaient déjà au travers des toutes premières vidéos que l'on commençait à diffuser à partir de novembre 2016 sur ces corps biologiques, ces Mhm. organes. Et donc, il savait, il connaissait notre démarche et on a réussi à gagner sa confiance et on a commencé donc à le convaincre de nous confier certains des corps qu'il avait découverts. Et Ok. c'est comme ça que ça a commencé et que c'est ainsi que se sont agrégées d'autres personnes péruviennes, mexicaines, nord-américaines à cette affaire pour nous aider à, 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 à à démêler comprendre ouais, ouais, essayer voilà, et d'approfondir le sujet, quoi. Mm. à faire les premières analyses. Mm. Et c'est aussi à cette occasion que l'on a lancé les premières analyses en mars 2017 grâce à une opération de financement participatif sur la plateforme Ulule. Et je profiterai de cette occasion pour remercier encore infiniment tous les centaines de Ululeurs français qui nous ont permis donc de réaliser les toutes premières analyses ADN, carbone 14 des premiers corps qui ont été montrés au grand public à cette Mm. époque. Mm. Ouais, alors Voilà. justement, tu parles des analyses et de l'aspect aussi de ces momies, parce qu'elles ont différents aspects. La toute première qu'on t'a présentée était de une taille, comme tu le disais, hein. Moi, je me rappelle Albert qui fait 60 centimètres, je crois. Alors Albert nous a été présenté en mars 2017 et pour nous ça a D'accord. été vraiment
un énorme choc parce que c'était un être, comme tu le dis, de 60 centimètres, de type franchement pas humain, Humain du tout. humanoïde. Mm. Et quand tu le vois, eh ben, tu avais vraiment l'impression d'avoir face à toi une entité que l'on ne voit que dans les films de Mm. science-fiction et notamment de Spielberg, Rencontre du troisième type, Voilà, comme je le disais. Ouais. Mm. parlais tout à l'heure. Mhm. Et ça a été vraiment un immense choc parce que c'était aussi un spécimen qui avait une plaque métallique sur la hanche. Ah oui, oui, Non, oui. Ouais. Ouais, sur sur la la hanche. hanche. Ouais. Ouais, c'est un autre Ouais. qui a une Et espèce de plaque aussi au niveau du poitrail. Mm. voilà, alors ça, c'est Josefina que l'on a réussi à récupérer au tout début du mois d'avril 2017 et Mm. qui avait, comme tu le dis, une plaque métallique sur un pectoral. Et la grande surprise, mais encore une fois, ce sont que des rebondissements pratiquement jusqu'à 2025. La grande surprise, ça a été de découvrir des œufs dans l'abdomen de Josefina. Elle avait Mm. 3 œufs bien visibles et un quatrième en formation dans un oviducte. Mhm. Et il y avait tout un appareil reproducteur dans l'abdomen de Josefina que l'on a pu localiser et observer avec des radiographies, puis des scanners HD que l'on a réalisés donc, dans le courant de l'année 2017. Mhm. Voilà. Alors ça, on va dire que c'est une première espèce de type reptilien. Et puis, en mai 2017, on a, euh, eu, on a connu un autre nouveau rebondissement avec la découverte de Maria, qui était un spécimen hybride et que Mario nous a révélé. Et alors, je me souviendrai vraiment toute ma vie, hein, lorsque l'on a découvert à Palpa la momie Albert. On était avec un journaliste mexicain et une chaîne de télévision nord-américaine, Gaia, tu sais, la plateforme Gaia, qui est un peu le Netflix Oui, oui, des oui, sciences qui fait beaucoup de parallèles. vidéos sur des. Mm. Je me souviens que quand Mario et son acolyte nous a emmené, nous a apporté cette momie qui était sous une couverture dans un lieu anonyme et sécure. Je me souviens du silence qu'il y avait parmi nous, alors qu'on était une trentaine, hein. Il y avait History Channel qui nous accompagnait, et le silence empreint d'émotion et d'étonnement lorsque Mario a enlevé la couverture et qu'il nous a révélé cet être qui était comme ça en position fétale et qui Oui. semblait, qui avait le regard un peu perdu dans les étoiles, qui semblait regarder comme ça vers le haut. Et là, on s'est dit, il se passe quelque chose. Euh, et ça a été vraiment un immense choc. Mm. Beaucoup d'émotions et voilà, donc au moins 2 espèces. Et puis après, Mario nous a révélé d'autres corps qui semblent appartenir à d'autres catégories, d'autres espèces, insectoïdes par exemple, etc. On a découvert ensuite par la suite que Mario avait vendu des corps en 2015 à l'un de ses amis qui vivait à Puno. Et parmi ces corps, alors plusieurs dizaines, hein, il y avait des créatures qui semblaient momifiées et qui semblaient avoir des ailettes sur le crâne et qui appartenaient peut-être à d'autres espèces, mais Mhm. ce sont des corps auxquels on n'a pas encore eu accès. Cette personne est décédée et, Mario a tenté de récupérer le matériel euh, auprès de sa veuve. Et bon, ça suit son cours, on va Ça dire. suit son cours. D'accord. Oui, en fait, il y aura plusieurs types, enfin, d'espèces que ces
Waqueros aurait découvert. Alors, ils les ont découverts où exactement? Parce qu'on dit des pilleurs de tombes, mais bon, je parlais de la région de Nazca, mais où Ah, sont-ils allés les chercher, les trouver exactement? Comme je le disais, Mario est un Wakero, c'est-à-dire un pilleur de waka, un pilleur de tombes, et c'est un trafiquant, et Mhm, donc il passe une grande partie de son temps, comme des dizaines ou des centaines de gens sur la côte sud du Pérou, à rechercher des tombes et des objets, des céramiques pour vendre au commerce, au commerce international de matériel préhispanique. Hein. Et, mhm. la zone de Nazca, c'est l'une des régions les plus pillées au niveau mondial. J'avais participé il y a une quinzaine d'années avec Canal+, à un documentaire justement consacré au trafic entre le Pérou et l'Europe. Et, euh, et c'est là que j'ai découvert que cette zone était la plus pillée du monde, au monde, avant l'Égypte. Hein, Oui, plus parce de que 10 000, oui, parce que non plus de 10 protégés par les autorités péruviennes, enfin, et donc elles euh, essayent de protéger cette région, mais ouais, c'est très compliqué parce que c'est très c'est vaste. très vaste Hein. et oui. Oui. Voilà. Et donc, c'est en recherchant du matériel archéologique à piller et à revendre que Mario est tombé sur un site incroyable euh, qui est localisé, on va dire, dans le nord de Nazca, sans rentrer dans des détails, et un site constitué de galeries, de boyaux qui ressemblent à des boyaux de mine et avec des structures, des poutres, des structures de bois, etc., mais qui renvoie également, qui conduit, d'après ce que l'on sait, à des salles. Et voilà, et dans lequel il aurait d'abord trouvé deux sarcophages en pierre, et puis, ici ou là, d'autres, mois après mois, année après année, à d'autres corps qui auraient été euh, mis là pour X raisons. Euh, voilà quoi. Mhm. Et alors, des souterrains, des tunnels sous plusieurs niveaux, et un peu comme Derenkuyur, tu sais, en Turquie. Oui, Et oui, oui, cette espèce de ville souterraine là. en très mauvais état de conservation quand même. Et, euh, et là, il est encore aujourd'hui avec ses camarades à fouiller À dans ce fouiller. site. Mhm. Ouais, ouais. Et il D'accord. a trouvé plusieurs dizaines de corps. Euh, Nous, on a eu l'occasion d'en observer, d'en examiner, on va dire une trentaine. Ah oui, Mais quand même. il doit y en avoir beaucoup plus hein, s'il s'agit d'une nécropole ou d'autres choses. Mario nous a toujours dit qu'il pensait qu'il s'agissait d'un ancien laboratoire ou une civilisation qui venait peut-être d'ailleurs, hein, faisait de Manipulation l'hybride. génétique. Mhm. Ouais, voilà. Et ce qui est assez curieux, c'est que le nom de, parce qu'on a localisé le site hein, avec une probabilité de 99%, et le nom de l'endroit, le nom Nazca, renvoie justement à la notion de laboratoire et d'hybridation et de D'accord. manipulation génétique. Alors, je ne vais pas le dire à l'antenne pour éviter de mettre la puce à l'oreille à d'éventuels Wakeros, mais c'est assez déroutant parce que le nom de ce site, qui est une formation pyramidale, euh, Ouais, c'est un nom que l'on connaît correspond à à ces la différentes signification. momies, à ces différentes espèces où on pourrait penser qu'il y a eu manipulation génétique, effectivement, quoi. En tout cas, le nom correspond au terme laboratoire et Mhm. renvoie, si tu décomposes ce nom, à la notion de sperme et de clonage et d'hybridation. Mhm. Et d'ailleurs, il y a un auteur local de la région de Nazca qui avait écrit un petit livre
en 2002 sur certains sites, des attractions touristiques ou archéologiques de la côte sud du Pérou. Et il s'était intéressé à cette zone. Et il parle de cette zone avec le nom en question et il le détaille. Il donne toute la lexicographie qui tourne autour de ce nom. Et en conclusion, 111 signifie laboratoire de clonage et d'hybridation. On est 15 ans avant l'apparition de l'affaire de Nazca. Mhm. Et alors tu te dis, c'est quand même extraordinaire. Ouais. Hein. Et euh, c'est d'autant plus extraordinaire que dans cette région de Nazca, il y a toute une iconographie qui représente ces êtres tridactyles euh, d'aspect reptilien. Alors dans le textile, dans la céramique, dans des pétroglyphes et même certains géoglyphes, c'est-à-dire des figures géantes que l'on Oui, peut bah, cette observer. région est très connue pour ça, hein, ces fameuses Et tracés au sol que l'on peut percevoir que par vue aérienne, hein, où on a ces représentations d'animaux Et dans oui, cette alors, région, quoi. ouais, et dans cette iconographie, eh bien, il y a des dizaines ou des centaines de représentations d'êtres humanoïdes reptiliens, c'est-à-dire non humains, avec de grands yeux, avec trois doigts. Et dans certains tissus, il y a même un objet représenté dans l'abdomen qui pourrait s'apparenter à un œuf. Et dans certains cas, on voit une sorte de cloaque entre les jambes qui semble expulser un œuf. Mm, mm. Et quand tu vois ça, on se dit, ça ne peut pas être une coïncidence. Oui, puisque Hein. c'était avant ces découvertes de ces fameuses momies, quoi. Donc, oui. Ah oui, et d'autant plus que certaines céramiques dont je te parle, on peut les voir dans des musées partout dans le monde, et Mhm, notamment à Lima ou à Nazca. Donc ça ne peut pas être un hasard. Et à la lumière de toute cette affaire de Nazca, on a vraiment l'impression qu'il y a plusieurs siècles, il s'est passé un événement important dans le sud du Pérou qui pourrait s'apparenter peut-être à un contact entre un peuple exogène et les cultures humaines qui ont vécu en Amérique du Sud à cette époque. Mais on parle quand même d'une époque assez étendue d'un point de vue temps, puisque mhm. on retrouve ces représentations iconographiques dans la culture Paracas et la culture Nazca. C'est-à-dire, on parle de plus de 1000 ans, tu vois, de temps, d'histoire. Mhm, mhm. Alors, justement, tu parles de temps. Par rapport aux analyses que vous avez effectuées, par rapport aux analyses carbone 14, les datations de ces momies révèlent quelle date? Alors, en ce qui concerne les, euh, les créatures de type reptilien, elles auraient à peu près 1 millier d'années. Un millier d'années, ok. Mhm, Milieu d'années. Les créatures de type hybride, c'est-à-dire mi-homme, mi-quelque chose, elles ont à peu près 1850 ans, c'est-à-dire l'époque classique de la civilisation des Nazca. mhm. Et puis, on a trouvé aussi dans le site des mains de grande taille, des mains qui semblent avoir été coupées et Tridactyle, justement. Mhm. voilà, tridactyles. Et certaines datations nous donnent entre plus de 6000 ans et 3500 ans. Ah oui, donc ça s'étale sur une période assez longue, quoi, quand même. Alors, 6000 ans, il n'y a aucune civilisation connue au Pérou qui date de cette époque. Il y Mhm, a une civilisation qui est relativement récente dans le nord de Lima, qu'on appelle Caral, qui est à peu près contemporaine des civilisations mésopotamiennes, c'est-à-dire troisième millénaire, on va dire, avant notre ère. Mais on est quand même assez loin de 6000 ans. mhm. Alors, il y a des peuples
au nord du Chili, la civilisation Chichoros, qui a donné les plus anciennes momies du monde, hein, dont certaines ont plus de 7000 ans d'antiquité. Mais c'est très compliqué au Pérou de trouver du matériel biologique de cet âge. Donc, de cette période. euh, Mhm. on se demande comment des Huaqueros, moi, personnellement, et mon groupe, on essaie toujours de trouver la faille, oui, la fraude, on se fait toujours l'avocat du diable. Et je me demande toujours comment Mario aurait-il pu, et où Mario aurait-il pu trouver du matériel biologique aussi ancien. Mhm. Puis bon, on a fait quand même de nombreuses analyses ADN et carbone 14. Voilà, je Alors on voulais t'en peut en parler faire, justement de cet test ADN aussi. Ouais, qu'est-ce que cela révèle? Mhm. ouais, bah alors, ce que je veux dire, c'est que par rapport au carbone 14, on peut imaginer qu'une datation se trompe parce que on a vu des erreurs de datation au carbone 14. Mais quand toutes les datations qu'on a effectuées se recoupent, on est quand même obligé de reconnaître que bon, elles sont plus ou moins exactes, quoi. Mhm. Mhm. Hein. Quant aux analyses ADN, alors les dernières analyses ADN que l'on a réalisées avec certains de nos anciens associés et dont les résultats ont été présentés au Congrès de la République du Mexique en 2023 et au Pérou. L'analyse ADN de Maria, par exemple, a démontré qu'elle est constituée de 4 génomes différents, c'est-à-dire Homo sapiens, on a trouvé du chimpanzé, du bonobo et une espèce non identifiée. Mhm. Alors, je rappelle que le chimpanzé et le bonobo, ce sont des espèces africaines. Donc, on se demande qu'est-ce que vient faire le chimpanzé et le L'ADN bonobo chimpanzé et bonobo en Amérique du Sud, en quoi. Amérique du Sud. Et les généticiens eux-mêmes hein, ont déclaré, ont conclu qu'il s'agissait vraisemblablement d'un processus complexe d'hybridation il y a 1850 ans. Mhm. Alors, j'en ai des frissons d'ailleurs quand je te dis ça, parce que c'est quand même dingue. Ouais, mais Et là encore, ce sont. tu parlais tout à l'heure de laboratoire, de bon bah Ouais, voilà. et ce sont des faits Mhm. qui ne prêtent pas, euh, comment dire, à interprétation. Mhm. Euh, Par exemple, l'ADN de Maria, elle se trouve depuis ces dernières années sur la bibliothèque génétique des États-Unis, le NCBI, et où on a mis à la disposition de n'importe quel chercheur à travers le monde euh, à disposition de toutes les données du génome de Maria. Donc n'importe qui peut se connecter au NCBI et étudier les, les données sources, les données Mhm. brutes Mhm. de l'ADN, les étudier et tirer ses propres conclusions, tu Mhm. vois. Mhm. Et on a fait pareil pour une, une créature, un spécimen de type reptilien qu'on a baptisé Victoria et dont l'ADN est également disponible sur le NCBI et n'importe quel généticien ou épigénéticien, que sais-je, peut se connecter à cette banque de données et faire ses propres études et tirer ses propres conclusions. Mhm. Après, alors c'est vrai que les conclusions sont dérangeantes puisqu'elles impliquent des manipulations il y a près de 2000 ans et donc des interventions peut-être extérieures, etc. Moi, c'est pas mon problème, encore une fois, comme je le répète, je ne suis pas ufologue et, chacun est libre de croire ou de tirer D'interpréter. ses Ouais. conclusions, voilà. Et ceux qui disent que c'est de la manipulation, que c'est une fraude, eh ben, je les invite
à contacter leur propre généticien et à se brancher sur le NCBI et à étudier ces données. Mhm. J'avais entendu dire que certaines de ces entités momifiées auraient pu être l'assemblage d'éléments organiques venant d'animaux différents. Qu'est-ce que tu peux me dire dessus? Parce que je sais on en a parlé en off et tu m'as expliqué que il y avait, on va dire, voilà, des très anciennes momies qui avaient été retrouvées dans cette région, des momies Oui, humaines, avaient ces caractéristiques d'assemblage. c'est notamment la civilisation des Chinchorros au nord du Chili. Mhm, Les Chinchorros, qui, encore une fois, ont donné naissance aux momies les plus anciennes de la planète. Certaines ont 7000 ans. Leur processus d'embaumement consistait à dépecer les défunts, c'est-à-dire ils enlevaient la peau, etc., un peu comme un gant de toilette, tu sais, mhm, et ils reconstituaient le défunt avec les os de ce même défunt. Certains os étaient parfois cassés pour rentrer dans cette poupée qui faisait 80 cm, 1 mètre de haut. Et ensuite, on reconstituait le corps à base d'une espèce de pâte constituée de glaise et de fibres végétales ou animales, de cheveux, etc. mhm. Et alors pour autant, c'est pas une momie au sens égyptien du terme, mais c'est une momie anthropologiquement parlant, puisque le corps est reconstitué et Oui, et on lui on... remettait même des yeux pour la rendre vivante. Et ces momies, alors c'était un processus d'embaumement typique de cette culture chilienne. Et c'est peut-être aussi de cette manière qu'ont agi les Nazca, puisque les Nazca sont près de la zone culturelle des Chinchorros, hein, il y a 300 kilomètres. Dans certains cas, dans certaines momies de type reptilien, on a vu qu'il y avait des anomalies et que la peau avait été remplacée par de la pâte. Mhm. C'est une. Oui, Hein, quand et on voit l'aspect de ces momies, on se dit, ouais, c'est un fake parce qu'on voit bien que c'est pas vraiment de la peau. On a l'impression que c'est de la terre, quelque chose qui a reconstitué un petit peu l'enveloppe charnelle alors, dans ce certains cas, corps, quoi. dans, cer- dans certains cas, il y a toujours la peau, Mhm, notamment dans le cas de Victoria et ou dans le cas d'une momie qu'on appelle Paul. Mais dans d'autres cas, eh bien, effectivement, on a l'impression qu'il y a eu usage d'une espèce de pâte. Et, et donc, ceux qui sont à l'origine de cet embaumement, se sont peut-être inspirés des inspiré. techniques Mhm, des Chinchorros. Et ce n'est pas parce que certaines parties de certaines momies ont été ainsi rectifiées que l'on peut pour autant conclure à une fraude moderne. mhm, Tu vois, mhm. dès 2017, on est tombé sur des corps qui présentaient des anomalies, des fractures qui étaient visiblement post-mortem. Et donc, Volontaire et pour pour, autant, ouais, pour s'insérer ou donner cette petite taille, ou etc., quoi. Mhm, voilà, et donc ça, on l'a vu enfin, on l'a vu tout de suite aux radios, et on l'a dit d'ailleurs, et on l'a publié. Mais est-ce que pour autant c'est une preuve de fraude? Pas forcément. Dans mhm. le cas d'Albert ou de Josefina, par exemple, mais il y en a d'autres, eh bien les radios montrent des corps tout à fait euh, harmonieux. On ne détecte, il y a des articulations, il y a des organes internes. On a même fait dans le cadre d'Albert des analyses ADN comparatives du cerveau, du crâne, parce que certains avançaient que le crâne était fait à partir de crâne de lama. Et, on a également prélevé des os de la hanche et des côtes et on a comparé. Et ça, Et ça c'est match. l'université d'ICA qui l'a réalisé en 2021 et l'ADN est sorti identique
dans les Mhm. quatre parties du corps. Donc, Mhm. elles appartenaient à un même organisme. Et dans le cadre d'Albert, celui-là même qui a une plaque à la hanche, euh, apparemment, cet individu avait des problèmes d'ostéoporose, parce qu'on le voit sur les os, et ça, ce ne sont que des spécialistes qui peuvent Oui, euh, des détecter ostéopathes. cette Oui, maladie. Voilà. Et Albert avait une espèce de fracture à la hanche, alors je crois que c'est la hanche droite, et il avait reçu une plaque pour rectifier sa probable claudication, parce qu'il devait mhm. marcher un peu avec un peu de difficulté. Et on voit sur les radios et sur les tomographies que l'os de la hanche a eu une réaction sclérotique, c'est-à-dire il a réagi à la greffe, à la pose de cette plaque en, Mhm. pro, en, en produisant une ossification Oui, autour de la autour de plaque. l'objet. Mhm. Voilà, Mhm. en colonisant un petit peu l'objet. Ça ne peut se produire que si l'organisme était Et vivant. vivant. Et vivant, ouais, on est d'accord. Voilà. Mhm. Mhm. Et donc ça, tu ne peux pas avec toute la technologie, avec toutes les techniques modernes, tu ne peux pas le reproduire. Mhm. Tu Mhm. vois. Et Ok. voilà, dans le cas de Josefina, celle qui a une plaque, un pectoral, eh bien, on a localisé tout un appareil reproducteur. Et dans ces trois os, alors ces trois œufs, pardon, certains détracteurs disaient que c'était des pierres, c'était des objets en bois ou en métal. Enfin, on a entendu tout et n'importe quoi. On a confirmé que non seulement il s'agissait bien d'œufs, mais que en plus, dans certains œufs, il y avait un fœtus en formation, un embryon, pardon. D'accord. Et on voit l'embryon, on voit un œil, etc. Et ça, tu peux pas non plus le reproduire de manière factice. Dans, Donc, certaines, dans certains cas de momies de type reptilien, on a également localisé alors des objets métalliques, des implants, et dans certains implants, la présence d'osmium. L'osmium, c'est le métal le plus rare de la planète. Et c'est un métal que l'on trouve dans des alliages de platine et d'argent, je ne sais plus quoi. oui, Et c'est-à-dire c'est le métal. d'avoir des connaissances métallurgiques très poussées pour fabriquer cette prothèse, quoi, quelque part. Ouais, non, mais dans ces objets avec de l'osmium, l'osmium aujourd'hui, on l'utilise dans. C'est un métal supraconducteur et que l'on utilise dans les technologies aérospatiales et de Mhm. télécommunications, etc. Et c'est le métal le plus cher du monde. Un gramme, c'est 1300 ou 1800 $. Alors, connaissant bien Mario, je peux te dire que s'il avait eu par X, Connaissance que oui, oui, que ce métal était beaucoup plus cher que l'or, il se serait il pas se amusé à faire serait une pas donné, fausse prothèse. Je vois voilà, ce que tu veux dire. il aurait vendu directement au marché Au international prix du gramme. des métaux rares plutôt que de le mettre dans une momie où aléatoirement on l'aurait découvert après des années et des études, etc., etc. Ça, c'est également, selon moi, un argument qui va vers l'authenticité. Et Mhm. puis, dans le cadre des momies hybrides, on a, euh, on peut observer des empreintes digitales qui n'appartiennent pas à l'Homo sapiens. Nos empreintes digitales sont de forme en spirale, tu vois. Et alors le koala a des empreintes digitales qui sont très proches de l'Homo sapiens, à tel point que même on peut les confondre. Mais en tout cas, c'est vraiment une exception. Dans le cas des momies hybrides, leurs empreintes digitales sont parallèles, c'est-à-dire qu'elles sont très différentes de l'Homo sapiens. Et là, c'est pareil, comment pourrait-on créer de fausses empreintes digitales? C'est plus compliqué que de fabriquer un faux billet de banque. Oui, Hein. oui. Donc, Donc là, ça veut dire que si c'est une falsification, si c'est un fake, ils se sont vraiment donné du mal à fabriquer ces artefacts, certains, quoi.
voilà, il n'y a pas très longtemps, il y a une équipe américaine qui est venue au Pérou pour étudier certains des spécimens que l'on a à Incari, et notamment dans le cas de Josefina. Josefina, donc c'est un reptilien. Il y a une spécialiste dans la chirurgie des yeux qui s'est penchée sur les yeux de Josefina. Et elle a découvert la présence de... alors attends, comment on dit ça, Alain? Follicule ciliaire. Follicule ciliaire. Mhm, C'est-à-dire, tu vois, nous, autour, sur les paupières, on a des petits, on a des cils. mhm. Hein. Et donc, cette spécialiste, grâce à un microscope numérique, a pu détecter la présence de follicules ciliaires. Si la tête de Josefina avait été un morceau de crâne de lama et Bon, ça donc m'aurait des cliqué, yeux oui. sculptés, etc., on n'aurait pas détecté ce détail que l'on ne Mhm, peut observer qu'au microscope. mhm, mhm, Hein, tu vois. Et puis, récemment également, on a détecté, alors ça, c'est le ministère de la Culture du Pérou, des radiologues qui travaillent pour le ministère de la Culture, qui ont fait une découverte très importante sur Maria, puisqu'il y a plusieurs momies que l'on a remis entre les mains de l'université d'Ica en 2019, hein, pour qu'ils fassent leurs propres leur propre recherches et voir s'ils recherche. se recoupent avec les nôtres. Et jusqu'à présent, c'est le cas. Mais Mhm, le ministère de la Culture a toujours eu, depuis l'année 2017, une position très, très hostile à cette découverte. On n'aurait pas été à moins étonné. Et ça, c'est un autre débat. Et mhm. donc, en septembre, le 13 septembre 2024, le ministère de la Culture a réalisé de nouvelles tomographies de Maria, de Wawita, etc., etc. Ils ont conclu que c'était non seulement les momies étaient authentiques, c'est-à-dire que les mains tridactyles et les pieds ne sont pas des mains humaines qui auraient été mutilées, etc. Mais en plus, ils ont trouvé, et ça c'est très récent, euh, un objet métallique dans la hanche droite de Maria, mais elle est à l'intérieur de l'os. Et D'accord. voilà. Et ça, on l'a localisé. Alors, c'est gros comme ça fait quelques centimètres de long sur quelques centimètres de largeur. Et on l'a localisé dans l'os de la hanche droite, de la hanche gauche, pardon, de Maria. Et on n'a pas apparemment d'entrée de cet objet, c'est-à-dire il n'y a pas de cicatrice, on ne sait pas comment Est a venu, pu être a été inséré implanté. ce métal, quoi, ce morceau de. Voilà. C'est une Et espèce de prothèse, quoi, quelque part, hein, ouais. alors là, on n'a aucune idée. Aucune C'est un idée. objet qui apparemment c'est un objet qui a deux parties distinctes au moins, et on se demande comment c'est possible. Comme s'il avait été Et là depuis la naissance de cette entité, quoi. Et que l'os. bon, en tout comme s'il aurait été introduit dans l'os pour une raison inconnue, par des gens inconnus et par une technique que l'on ne dispose pas nous-mêmes aujourd'hui, parce Mhm, que ça ne laisse aucune cicatrice. mhm, Et mhm. donc, encore une fois, on a quand même un certain nombre D'éléments. d'éléments scientifiques qui, après presque une décennie de recherche, nous montrent que ce sont des êtres authentiques, même Mhm. si, est vrai, certains corps présentent des anomalies, même si on peut avoir des doutes légitimes sur tel ou tel Spécimen. spécimen, Mhm. mais ce n'est pas pour autant une fraude Ouais. moderne. Ça Comme on paraît dit, impossible. il faut pas jeter l'eau avec le bébé, enfin, l'eau du bar avec le bébé, quoi. Voilà, Mhm. exactement. Et on est vraiment, faut être humble. La science avance comme ça, à petits pas, avec des interrogations, et il faut avoir l'humilité, pardon, de se dire qu'on ne sait pas tout, on ne connaît pas tout aujourd'hui, et que
on est face à une grande énigme Énigme historique de archéologique. l'archéologie. Complètement. Voilà. C'est pour ça que moi j'ai grand plaisir à t'accueillir aujourd'hui sur ma chaîne parce que malgré, comme je l'avais dit en préambule, voilà, il y a des sceptiques, certains vont dire que c'est une supercherie, mais par rapport à tout ce que tu viens de nous expliquer, on se rend compte que effectivement, faut pas jeter tout à la poubelle. Il y a vraiment encore matière à réflexion. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce que tu expliquais, que ce lieu a été nommé avec cette nomination de laboratoire. Je Oui. fais un petit coucou au passage à mon ami Didier Bogart. Ça va lui faire plaisir parce que on en a parlé beaucoup par rapport à l'Égypte, où lui pense aussi que en Égypte, certains sites servaient de laboratoire, voilà, pour pouvoir concevoir l'humanité. Donc, et ça rappelle aussi beaucoup je dirais, de légendes, enfin, les Anunnaki qui nous auraient créés, tu vois, qui auraient créé l'espèce humaine il y a des milliers d'années. Jérôme, cette affaire de Nazca, c'est vraiment un miracle parce que cette affaire est tombée entre nos mains avant de tomber dans les mains des De autorités péruviennes. collectionneurs privés qui auraient pu, voilà, et cette affaire ne serait jamais venue au grand jour, quoi. Mais même d'archéologues du ministère de la Culture. Je suis Qui aurait, persuadé que oui, ils auraient mis ça ils auraient, au placard, oui. voilà, il y a des rumeurs de découvertes un peu similaires en Égypte ou en Iran, en Chine ou même en Russie et dont on n'a jamais entendu parler. Mhm. Et je suis personnellement persuadé que l'affaire de Nazca, elle n'est pas unique, mais que ce qui est unique, c'est que elle a transpiré par le biais de l'Institut Inkari et Mhm. qu'elle a pu être donnée au grand Au grand public public. comme ça, sans être, sans être censurée Mis ou sous le boisseau. Oui, je pense que voilà. des découvertes similaires ont été faites aux quatre coins de la planète. Et comme tu le dis, si ça tombe sur, voilà, entre les mains d'archéologues académiques, c'est dérangeant. Et on va tout de suite mettre ça. Bon, oui, c'est du fake. On en On va aurait, ranger ça dans le placard. On n'en parle pas. On va pas faire d'études là-dessus. Ça sert à rien. Voilà. Parce que évidemment, ça remet en cause l'histoire de notre humanité, quoi. tout à fait, Mm, mm. tout à fait. Alors, tu as fait une belle émission sur Nurea récemment avec Guillaume, Ouais, parce que tu as aussi un dada, c'est la recherche de cette fameuse cité perdue de Païtiti. ouais. Je voulais Bah, Paititi, voilà, conclure ouais, cette émission que nous faisons ensemble là-dessus. Parce que hein, tu es l'auteur de nombreux livres. Alors, tu as justement écrit un livre sur ces fameuses momies, et c'est les momies non humaines de Nazca, où comment, je vous mets à l'écran la couverture. Il y a aussi un livre que tu as écrit, L'Eldorado Inca à la recherche de Païtiti. Et c'était le premier. Païtiti sur les traces de l'Eldorado Inca que tu viens de sortir hein, sous deux tomes. Donc le tome un première recherche, et le tome 2 Païtiti, localisé. Donc je voulais que tu me parles aussi un petit peu de cette recherche de cette cité perdue. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette cité, est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots? Bah, Paititi, on parle même de la mirobolante cité de Paititi. C'est le site archéologique le plus recherché d'Amérique du Sud. On en entend parler dès le XVIe siècle. C'est là où, après l'exécution de l'Inca Atahualpa, la Coya, son épouse, aurait caché en urgence une partie des richesses de l'Empire. Et c'est malheureusement le drame de Paititi, puisque la quasi-totalité des chercheurs de ce site mythique euh, le recherchent justement en raison de cette notion de trésor. De trésors, Nous, et oui. pour nous, Paititi, c'est d'abord un grand site archéologique et c'est peut-être le lieu où l'on trouvera des traces de l'écriture perdue des Incas. Et en 20 ans d'expédition, on a eu la chance à l'Institut Inkari de mettre à jour
plus d'une trentaine de sites magnifiques à travers les départements de Madre Dios et de Cusco. Ce sont des forteresses, des petits centres agricoles, des nécropoles et plus d'une quinzaine de citadelles peuplées de centaines d'édifices, de petites places, etc. Et ces dernières années, toutes ces citadelles nous ont conduits vers une zone précise au nord du département de Cusco, où l'on a localisé un grand complexe archéologique qui a toutes les chances d'être de le fameux correspondre, Paititi. d'être le Voilà. bon Et dans candidat pour être cette fameuse voilà. cité Et justement, perdue. tout à fait. Et dans les jours qui viennent, on a survolé le site en 2019 avec la police en hélicoptère. Et dans quelques jours, on devrait pouvoir réaliser une opération LIDAR qui devrait nous permettre de cartographier ce Cette complexe zone. archéologique. Et on devrait en entendre parler dans les semaines et les mois qui viennent, non seulement au Pérou, mais au-delà des frontières. Et ça a été un alignement des astres, justement, puisque avec les éditions L'Harmattan, on a sorti la recherche de Paititi, c'est-à-dire toute l'histoire de Paititi depuis le XVIe siècle jusqu'à nos propres recherches et la très probable localisation de ce grand site archéologique. Et donc, comme tu viens de le dire si gentiment, le livre En deux tomes est sorti chez l'Harmattan le 1er mai dernier. Et je pense honnêtement que c'est sûrement la source biographique la plus importante sur l'histoire de la recherche de Paititi. Voilà. Ouais. Et donc, dans ce bouquin, j'explique comment on est arrivé à localiser ce site euh, légendaire. C'est vraiment le Graal de l'archéologie sud-américaine. Et j'ai essayé d'expliquer comment sa localisation n'a rien du hasard. On ne l'a pas localisé en fouillant des images satellites de Google Earth, etc. C'est vraiment tout un processus Un cheminement. qui a commencé en 1998, date de ma première campagne, jusqu'à ces dernières années. Et je pense que 2025 va apporter alors, je veux pas trop m'avancer, mais je pense que on va faire un grand pas sur la localisation de Paititi. C'est vraiment la raison pour laquelle je suis venu vivre ici au Pérou. Moi, je suis, tu sais, de la génération des mystérieuses cités Oui, d'or. c'est ce que j'allais te dire. Ça me fait vraiment. Tu es le Esteban des mystérieuses cités d'or. Voilà. En tout cas, c'est ce qui ça m'a donné un peu l'amour et la passion pour l'histoire des civilisations disparues en Amérique du Sud. Et je pense que on arrive au moment où on va en apprendre davantage sur Paititi. Certains pensent que Paititi n'existe pas. Et que ce n'est qu'une légende. Nous, on va démontrer dans très peu de temps que si, c'est bien un site archéologique. Malheureusement, on sait que ce site est pillé depuis plusieurs années, donc Et oui. il doit être en très mauvais état de conservation. Et l'opération LIDAR va non seulement nous permettre de confirmer ou pas la présence de Paititi à cet endroit, mais également d'appeler les autorités péruviennes à autoriser une opération scientifique de terrain pour permettre de sécuriser, de protéger le site et de voir bon, son état actuel de conservation et de prendre des mesures urgentes Pour le pour sa protéger, quoi. conservation. Mhm. Voilà. Ouais, comme tu me J'en disais, profiterai également, oui, pardon, excuse-moi. j'en profiterai également parce que j'ai mon associé Alain Bonnet qui est en visite au Pérou jusqu'à la fin du mois et qui me rappelle que tous les internautes intéressés par l'affaire des momies de Nazca, on a produit 6 films sur l'affaire des momies avec les images que l'on a tournées au moment depuis 2016. Ça s'appelle Tridactyle et c'est accessible sur Vimeo
et on peut mettre un lien. Bah écoute, Euh, voilà, je mettrai dans la description de cette vidéo le lien pour accéder à Vimeo pour, voilà, pour les personnes intéressées, pour aller plus en profondeur dans ce que nous venons de développer depuis une heure. Voilà, ces fameuses vidéos sur ces momies tridactyles. Il n'y a pas de voilà. Et souci, Thierry. tous les faits racontés dans ces documentaires sont 100% authentiques. Mm, On a vraiment rien touché. On a travaillé comme pour la recherche de Paititi. Depuis 98, on est toujours accompagné de caméramans. Et donc, les images tournées, c'est vraiment les images tournées mm, au mm, cours des expéditions. Et c'est la même chose pour l'affaire des momies. mm. Tu as Voilà, une mon cher vie, Jean. tu as une vie qui en fait rêver plus d'un parce que comme je te le disais en préambule, tu es un explorateur. Tu as commencé sur le Machu Picchu avec ses découvertes. Et puis bah, la découverte de ces momies tridactyles. Et puis maintenant, cette future découverte de cette cité perdue de Paititi. Voilà, on est vraiment dans, comme tu le disais, dans cette série, ce dessin animé qui a fait rêver En tout toute cas, ma génération, hein, les ouais. Et merveilleuses cités d'or, quoi. Mm. l'affaire de Machu Picchu, l'affaire des momies, c'est vraiment des histoires qui nous sont tombées dans les bras sans le vouloir. Moi, je suis un peu monomaniaque, tu as, et dans l'âme, et moi, c'est vraiment la recherche de Paititi qui a motivé toutes mes recherches, ainsi que la création de l'Institut Inkari en 2009. Et l'affaire de Nazca, on ne recherchait absolument pas ce genre de publicité. On Mm. savait qu'on allait être attaqué, qu'on allait être critiqué, qu'on pouvait même être décrédibilisé au niveau de nos autres recherches qui Recherche, bah pourtant, oui, évidemment, hein, oui. Mhm. voilà, pourtant sont très académiques, mais on l'a fait parce que on s'est rendu compte que plus qu'une fraude, il y avait sûrement quelque chose de beaucoup plus important et qu'il fallait le donner ben, au grand public. Et Mm. voilà. Et l'affaire de Nazca, elle est loin d'être terminée. Mm. Je peux te le dire. Il y a des découvertes et des annonces à venir qui sont absolument extraordinaires. Bah écoute, moi, je ne suis jamais allé en Amérique du Sud. Et il y a vraiment une destination qui me ferait très plaisir, c'est le Pérou, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à voir dans ce pays. Donc, bah, Oui. écoute, j'espère un jour pouvoir prendre mon billet d'avion et puis t'en rencontrer à l'occasion. Ben, si nos chemins peuvent se croiser, que ce soit en France ou au Pérou, en tout cas ici à Cusco, tu seras le très bienvenu, ainsi que tous les internautes qui écoutent cette émission. Eh ben, écoute, Welcome, welcome au Pérou. bah, Ça merci vaut la d'avance. peine. Merci par avance, Thierry. Bah, je te remercie beaucoup pour cette émission. Voilà, il y a très longtemps que j'ai entendu parler de ces momies. Voilà, j'avais pris connaissance de toi par le biais de chaînes YouTube. Bah, je suis super content que tu aies accepté mon invitation aujourd'hui et puis pour faire découvrir ces passionnantes recherches. Et, Écoute, c'est un grand plaisir de participer à ce programme et je te remercie infiniment pour ton invitation. Et encore une fois, comme le disait Aldous Huxley dans son ouvrage Dogme, même ignorés, les faits restent les reste faits. des faits. Et, euh, et c'est la même chose pour l'affaire de Nazca. Il faut croire aux faits et ne pas faire confiance à ceux qui parlent sans savoir. Et rester sur des dogmes. Voilà, tout à fait. Voilà. Bah, merci pour ces belles paroles, pour clôturer cette entrevue avec toi, Thierry. Merci beaucoup. Écoute, Je te merci à laisse parce toi. Et que moi, le soleil décline et pour toi, il commence à monter. On a 7 heures de décalage. exactement. Et à très bientôt et un abrazo depuis Cusco, Pérou. À bientôt, Jérôme. Merci Thierry. Ciao, ciao. Ciao, Et ciao. moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Horus. Salut. Salut.